Nico. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 ce mardi. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre émission de référence, le grand forum qui vous emmène jusque 18h sur France Maghreb 2. Voici le programme. Boutcha, et quand l'Occident est poussé à réagir, l'Ukraine parle de génocide, la Russie dément sur ce qui s'est passé, évidemment, à Boutcha, on en parlera. On parlera évidemment de cette élection présidentielle qui arrive à grands pas. Le premier tour, c'est dimanche. Une surprise est-elle envisageable? Et puis on se posera la question, parce que vous êtes beaucoup, y compris moi-même d'ailleurs, à ne pas avoir reçu encore les professions de foi. Vous savez, c'est programme qu'on attend et qu'on lit pour certains, qu'on jette à la poubelle pour d'autres. Eh bien, on ne les a pas encore reçus. Beaucoup d'ailleurs de Français ne les auraient pas encore reçus. Justement, est-ce que vous les attendez? Est-ce qu'ils sont déterminants, ces professions de foi, pour choisir ou faire votre choix? Eh bien, on en reparlera évidemment tout à l'heure dans le LGF. Vos interventions et vos appels au 01 40 33 9000. Et comme d'habitude, sur France Maghreb 2, bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous bien. C'est parti, en direct, jusque 18h. Pour le Grand Forum, bien sûr. Le Grand Forum, Christophe Rowe, sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Il est particulièrement à l'heure aujourd'hui, j'ai envie de dire, monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Bonjour, mon Pierre. Bonjour. Comment ça va? Préoccupé. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe, mon Pierre? Je sais pas, mais tu sais qu'il y a des élections présidentielles. Oui, mais ça va, et arrêtez de nous faire le cinéma de la Macronie inquiet. Oui, bien sûr. Ah, ça le va. cinéma, non, ça serait tellement mieux de vivre avec oui. Marine Le Pen. Ah, vous avez fait croire pendant des mois que vous alliez être élu au premier tour. Ah, voilà ce qui se passe. Vous avez fait croire. Voilà. Mais qui a fait croire? Mais qui a fait croire? Qu'est-ce que c'est que ce bobard? Monsieur le Président et ses supporters. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Tu étais au meeting? C'est ça. Tu étais au meeting samedi? Il y avait du monde? Bien sûr. Ouais. 30 000 personnes. 30 000, ouais. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est ma question en l'occurrence. Ouais, moi, ma préoccupation n'est pas celle-là. C'est quoi? C'est que je me demande comment. Parlons-en. Assis-toi sur le divan, on va en parler. Oui. Je me demande comment des gens qui se disent, par exemple, à gauche, peuvent, par calcul, par ressentiment, se dire que ça serait mieux avec Marine Le Pen. Mais le fascisme, ils ont une idée de ce que c'est. La préférence nationale, ils ont une idée de ce que c'est. Enfin, il faut peut-être revenir aux fondamentaux, non? Alors, est-ce que pour toi, mon Pierre, Marine Le Pen pourrait passer? Écoute, je regarde l'ensemble des courbes données par les instituts de sondage, pas un institut de sondage en priorité, tous. Ce que je vois, c'est qu'elle est sur une dynamique, qu'elle sera qualifiée pour le second tour, et que aujourd'hui, les sondages la donnent aux alentours de 48% sur le second tour. Ouais. Oui, ça m'inquiète, un pays où il y a 48% de gens qui votent à l'extrême droite et qui votent pour des idées d'exclusion. C'est peut-être parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas fait le boulot correctement. C'est ça. Écoute, moi, la responsabilité des citoyens, c'est d'aller voter pour empêcher Marine Le Pen pour aller voter d'abord. Au second tour. Bon, sinon, on n'a pas salué les copains. Ceux qui préfèrent la pêche à aller faire leur devoir de citoyen sont des irresponsables. Bon, on n'a pas salué les copains quand même. Tarek Sassi qui est avec nous, qui est en très légère forme. Comment ça va, mon Tarek? En forme, oui. Toujours à fond, toujours énervé, toujours sur le terrain. Pourquoi t'es toujours énervé, toi? Tu veux pas te calmer 5 minutes un peu? Mais comment tu veux qu'on soit pas énervé? Regarde, Pierre, il est inquiet. T'es pas inquiet, toi? Moi j'étais aussi au meeting. Ah bon? Ouais. Toi, tu fais Zemmour et tu fais Macron, toi. Bien sûr. Et par contre, tu vois, j'ai pas eu le. Tu t'es pas fait agresser, par contre? Non. Non. Et j'ai pu gruger. J'étais au 4e étage, je suis descendu au parterre grâce à quelques connexions. T'as pas vu Pierre? Je dirais pas qu'il y avait 30 000 personnes. Enfin, après, voilà, je connais pas.
Mais j'ai vu beaucoup de fake news disant comme quoi, ouais, il y avait tel siège qui était vide. Mais pour moi, il y avait facile 25 000, 20 000 personnes. Je sais pas après si la jauge, elle peut accueillir 40 000, s'il y avait vraiment 30 000, mais en tout cas, il y avait du monde. Rien d'étonnant pour celui qui va passer au premier tour, apparemment. Mais non, mais c'est pas ça. Les gens se poussaient pour rentrer chez lui. Ouais. Il y a des gens qui ont été refusés. Par contre, ça, c'est vrai. Et il y avait des jauges de sécurité. Ça, c'est ce que je peux te dire. Et moi, la seule chose que je peux te dire, et on sait que je suis pas quelqu'un qui adhère à un tel. Moi, je suis quelqu'un de neutre. Ouais. Il a fait une vraie démonstration de force. Samedi, il a fait une vraie démonstration de force. Il a mis une vraie gifle. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il a mis vraiment ce qu'il fallait. Et il a même tendu la main aux gens qui le détestent. Dans son discours, il a tendu la main aux gens qui le détestent. Tarek Mamine n'y était pas, lui, par contre. Virtuellement. Ouais. J'ai été virtuellement, j'ai suivi. Alors, il y a deux choses. Moi, je pense que la démonstration de force s'est faite dans le fait de rassembler donc, ces personnes dans une salle fermée, puisque la moyenne des autres candidats, c'était 5 000, 7 000 en salle fermée. Ouais. On peut toujours m'opposer les 100 000 de M. Mélenchon dans la rue. Zemmour, pareil, c'est faux. Non, mais et je répète toujours que tous les passants sont calculés, parce que alors que ceux qui rentrent dans une salle, ils ont fait la volonté de rentrer sans fermer, surtout que le meeting du candidat président a duré plus de 2 heures, 2 heures et demie, et qu'on n'a pas vu les portes s'ouvrir pour que les gens partent. Par contre, j'ai eu une espèce d'impression très mauvaise où les gens applaudissaient sur commande, parce qu'il y a des phrases où, en général, dans des meetings, on n'applaudit avec pas. Avec des slogans à la football. Non, mais surtout, par exemple, on va travailler 65 ans. En général, les gens polis se taisent, mais se lèvent pas pour applaudir et bouger des trucs. Donc, il y a des espèces de boutons dans la salle, des boutons psychologiques qui font que chaque phrase dite, il faut l'applaudir. Et que vous deux, que vous étiez dans la salle, alors j'ai lu beaucoup de commentaires, j'ai lu qu'à certains moments, bon, j'ai écouté, moi, ce que j'ai aimé dans le discours du candidat président, faut pas dire président, c'est la partie sur l'autisme et les personnes autistes. Ouais. Ça m'a touché, parce que ce soit du cinéma, que ce soit de la volonté, consacrer autant de temps à une partie de la société qui est une des parties les plus faibles, je n'ai pas vu beaucoup de candidats ou beaucoup d'hommes politiques qui s'en occupent. En général, on dit on va voir. Là, il a fait une longue tirade et ça m'a impressionné. Et par contre, on m'a dit, alors je parle sous votre contrôle tous les deux, qu'il aurait dit une phrase positive sur le Ramadan. Je l'ai cherché parce que j'ai eu tout le texte. C'est très très long. Je ne me rappelle pas. Voilà, donc j'ai vu les phrases sur l'islamisme, sur le terrorisme. Oui, ça, et tout ça, j'ai très bien vu. Mais j'ai vu quelques dépêches, je l'ai dit d'ailleurs ici hier, j'ai vu quelques dépêches qui parleraient de Ramadan, style ne serait-ce que on souhaite bon Ramadan à nos compatriotes, mais je ne l'ai pas vu. Et donc, mon impression, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 France, pour ne pas dire 3 France. Il y a la France... alors, c'est difficile quand on parle... Parce que dès qu'on dit un mot, Christophe, ça veut dire qu'on rejette les autres. J'ai envie de dire qu'il y a une France raisonnable. Mais si je dis ce mot-là, je suis conscient qu'en face, on va me dire donc les autres ne sont pas raisonnables, ils sont déraisonnables. Donc c'est un mot que je ne saurais pas utiliser. Oui. Mais il y a un... Et je serais le premier à vous le dire d'ailleurs. Hein. Non, mais... Parce qu'on a été quand même l'un des quinquennats de Macron où les musulmans n'ont jamais été aussi stigmatisés, y compris d'ailleurs sous Hollande où il y en avait une forte période de tension. L'avantage, cher Christophe... et je le dis avec tranquillité. Attendez. Je vous ai pas coupé tous les deux, donc si vous permettez. Donc, c'est pour ça que quand on fait dans le raisonnement, quand on parle politique, il ne faut pas reprendre la dépêche qui est tombée hier par l'un et la faire répéter par tous. Donc moi, je prends cette précaution. Donc on a aujourd'hui une partie de la population qui vote Macron et qui aime Macron. Il y a une deuxième partie qui va voter Macron sans l'aimer, mais en considérant que Macron est le moins mal des candidats actuels. Et il y a 2 autres partis, pour faire simple, Madame Le Pen et M. Mélenchon, qui vivent sur des visions de société
complètement différent. Et peut-être que la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, et j'en arrête là, c'est l'institution de la Ve République et son mode de fonctionnement qui fait que ça ne nous donne pas d'aération entre des élections, et que si on faisait par exemple l'élection législative, et j'en termine là, 2 ans après l'élection présidentielle, peut-être qu'on aurait ce qu'on appelle des allers-retours. On en parlera tout à l'heure, juste après la pub. On en parlera tout à l'heure, Pierre. T'inquiète pas. Vous avez oublié. Non, on n'a rien oublié, par contre, j'ai pas oublié que c'était la pub. Oui, à tout de suite. Le quiz aussi. On peut pas penser à tout. Ah bah non. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Monsieur Pierre-Henri, de président de France Fraternité, qui est dans une certaine inquiétude aujourd'hui. Tarek Mami, journaliste. Tarek Sassi, qui est avec nous aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Nous sommes magiques J- combien? Oui, J-3, -4. Pierre? Oui, non, c'est dimanche. Mercredi, oui. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, on est à J-5. Oui, bien sûr. Non, j'allais dire président de France Fraternité et porte-parole du mouvement pluriel. Ah oui. C'est quoi ce mouvement? Ah oui, c'est le mouvement de Macron. Hein? C'est le mouvement de Macron. Non, c'est le... Enfin, un soutien à Macron. Voilà. C'est celui de M. Edouard Philippe? Non. C'est celui de qui? Parce qu'apparemment... Non, c'est un mouvement qui rassemble un certain nombre de Français et de Françaises issus de la diversité. Et qui travaillent sur... qui est-ce qui préside d'ailleurs? Karim Amelal. Karim Amelal. Qui est ambassadeur de France pour la Méditerranée. Voilà, c'est ça. Il a été nommé quand? À ce titre, il a été nommé il y a 1 an et demi. Par monsieur Emmanuel Macron. Voilà. Oui. Bah, j'ai rien dit. Allez, on a des constats. Il m'aurait nommé. Ben, j'aurais été président aussi de ce truc pluriel. Il ne m'a pas nommé, donc j'en suis pas. Ouais. C'est aussi simple que ça, en fait. Franchement, il n'y a rien à regretter, monsieur Wabi. Oui, non, mais c'est pour ça que je suis là à la radio. Et puis, de toute façon, votre casquette de directeur de radio vous l'empêche. Oui, exact. Normal. Okay. Normalement, attendez. Non, à moins que vous... Non. En tout cas, j'ai assez d'éthique. Vous pouvez mettre votre fille à votre place, remarquez. Non. Ça, c'est vu. J'ai aujourd'hui assez d'éthique, avec l'âge et avec l'expérience, pour ne pas mélanger les gamelles. Bon, on enchaîne avec un auditeur, tiens, avant le quiz, qui souhaite nous parler. Comme les auditeurs ont la priorité. Bonjour, quel est votre prénom? De Valenton, je crois, il nous appelle. Bonjour, c'est Samir de Valenton. Samir de Valenton, comment ça va, mon Samir? Ça va, merci, j'espère que vous aussi. Eh ben, écoute, on va bien. Moi, c'est pour revenir à Macron. Mais comment on peut... Au président de la République. Ça va, laissez-le parler, vous croyez où là? Comment on peut venir, après, au bout de 5 ans, venir comme quelqu'un de frais, de nouveau, et venir se présenter? Mais c'est une honte tout ce qu'il a dit hier. C'est une honte. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Tout son déballage. Mais qu'est-ce qu'il a dit hier? Mais hier, qu'est-ce qu'il a dit hier? Hier, il n'a rien dit hier. Pourquoi c'est une honte ce qu'il a dit hier? Non, enfin pas hier, suite à son... samedi, dans son meeting. Vous semblez l'avoir vraiment suivi de près. Qu'est-ce qu'il a... Oh là, vous avez l'air très précis. Il a eu 5 ans. Il a eu 5 ans pour travailler, c'est pas rien, c'est une grande responsabilité. Vous allez essayer Marine Le Pen? Elle n'a pas dit ça, arrête de traverser ce propos. Mais ça c'est facile parce que oui, ça c'est facile. Oui, c'est facile. C'est facile, bien sûr. Ils veulent justement qu'il y ait Marine Le Pen au 2e tour pour qu'on puisse jouer le truc. Ah non, faut pas Le Pen, faut mettre du Macron. Mais vous savez, à force de jouer à ce jeu-là, vous jouez avec le feu. Parce ce qui va se passer, c'est que beaucoup de monde vont voter Le Pen justement pour dégager. Parce que le feu, ça brûle. Macron joue avec le feu. Il joue avec le feu et c'est ce qu'il va gagner. Il a eu 5 ans, il n'a rien foutu pendant 5 ans. Et maintenant il se présente comme une fleur, comme si de rien n'était, avec ses slogans. C'est une honte. C'est une honte. Samir de Valenton, c'est vous. Alors je sais pas si c'est deux Valentons avec une particule, mais en tout cas c'est vous qui allez gagner le cocotier si jamais Marine Le Pen vient au pouvoir. Parce que je vous rappelle simplement que la préférence nationale, ça veut dire quelque chose pour elle. Il est français, et que Messonnier est français. Oui, et alors pour Marine Le Pen, pour Marine Le Pen, les immigrés sont pas de vrais. C'est pas des immigrés. La binationalité remise en question. Non mais je suis désolé. Écoutez, monsieur, il l'a fait une fois, il l'a fait la première fois. Il veut encore jouer à ce jeu-là la deuxième fois. Il va se brûler les doigts. Mais vous êtes un populiste, monsieur. Vous êtes irraisonnable. Est-ce que tu as fait ton choix pour aller voter ce dimanche, oui ou non, Samir? Oui, j'ai fait mon choix. Oui. Bon, j'ai bien compris que tu voterais pas Emmanuel Macron, en tout cas.
Pas du tout. Bon, okay. Ça serait voter déjà, c'est très important. C'est très important. Pour chacun des auditeurs. Oui, et puis, parce que je pense que l'abstention. Et puis au deuxième tour. Oui. Et puis au deuxième tour, non, on verra pas. Au deuxième tour, votez donc Marine Le Pen pour voir ce que c'est que la préférence nationale. C'est du chantage. Voilà. Oui, bien sûr, Samir. Bien sûr, Samir. Vous avez raison. Bon, Samir. En tout cas, l'essentiel, c'est de voter pour faire reculer l'abstention, parce que c'est cette abstention qui. Non, l'essentiel, c'est pas ça, Tarek. Je suis désolé, je suis sur votre radio, mais l'essentiel, c'est pas ça. C'est que le fascisme ne passe pas. Et vous en avez la responsabilité, vous aussi, dans cette radio. Alors moi, là, vous me faites rigoler, mais je vais vous dire un truc. Ça vous fait peut-être rigoler, mais moi, ça me fait pas rigoler. Alors, je veux vous le dire, Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité. Oui, Monsieur Tarek vous Mami, connaissez directeur de France Maghreb 2. Oui, allons-y. Dont je suis fier. Oui, vous connaissez vous avez raison. Et Tarek Sassi, directeur du Pôle emploi. Attendez. Et moi, du chômage. Vous connaissez notre radio qui a mis de sa poche de l'argent, une campagne d'incitation aux inscriptions au vote et une campagne d'aller participer dimanche prochain pendant 1 mois et demi. Ça nous a coûté les yeux de la... Vous connaissez notre radio démocratique, de gauche, de droite, ethnique, oui, bien sûr, j'en connais d'autres. Allez-y. Oui, j'en connais d'autres. Citez-les. Mais j'en connais d'autres. Bah, citez. Mais j'en connais d'autres. Non, mais citez. Les radios du service public l'ont fait, et d'autres radios thématiques l'ont fait. Mais oui, vous n'êtes pas allés... Arrêtez, ils l'ont fait avec les moyens de l'État. Christophe, on peut écouter le spot si vous l'avez sous la main. Ah non, je l'ai pas sous la main. On va l'écouter tout à l'heure et on va le signaler. Aucune radio ne fait ce travail-là. Et pourquoi je dis ça? Je ne m'en parle jamais. Public, c'est normal. Hein. Non, mais je n'en parle jamais. Mais si vous me dites c'est de votre responsabilité, ma responsabilité, c'est d'éveiller les consciences et de dire allez vous inscrire. Les gens ne sont pas stupides, c'est pas des enfants. Allez voter. Et après, chacun. Je crois qu'ils sont assez stupides à l'approche de l'élection pour mettre 48%. Alors chacun vote comme il veut. MLP à 48%. Pardon, Marine Le Pen, c'est pas Paris qui a fait le plus gros score, déjà d'une. Et de deux, monsieur Pierre-Henri. Mais vous n'êtes pas diffusé que sur Paris. C'est pas Marseille qui a fait des gros scores non plus, je te rassure. On est diffusé sur 22 villes et nous en sommes contents et fiers. Mais bravo pour ce travail. Oui, ça on l'a fait comme on a fait ce travail. On fait le travail citoyen. Mais pour le reste, si vous voulez, que la France soit toujours de droite et qu'aujourd'hui l'extrême droite n'a pas toujours été de droite. Historiquement. Elle n'a pas toujours été de droite. Enfin, en 1981-82, il y avait 50% d'électeurs qui votaient à gauche. Aujourd'hui, il en reste 25%. Par rejet des 50 ans de vote droite. Mais enfin, peu importe, il y avait 50% d'électeurs à gauche. Oui, tout à fait, mais non, mais Pierre-Henri, faites un peu de science. Faites un peu de science politique. Oui, j'en fais autant que vous. Voilà, non, mais je crois que c'est un peu moins. Parce que on va dire Nasser. Non, mais attendez, de 1958, 5e constitution, jusqu'à 1981, ça a toujours été de droite. Et je vous dis que la France est de droite. Si, elle est foncièrement de droite. Elle est de droite. Elle a été ponctuellement. Les conservatrices. Oui. Qu'elle ait été conservatrice peut-être, mais je vous rappelle qu'en 81. Oui. Enfin, écoutez, de 81 à 2015. Pardon. De 1981 à 1995. Il y avait un président qui s'appelait François Mitterrand. D'accord. Et encore. D'accord. Ensuite. Et on peut toujours parler de son socialisme. Il était de gauche, François Mitterrand. Ensuite. Voilà. Il a commencé à droite, pardon. À quelle époque ça fait pas mal, ma foi, de marcher au quel est le président qui a le premier ouvert de gauche les privatisations en 1983. À partir du tournant de la rigueur en 2003. La rigueur en 1983. Est-ce qu'on peut écouter Nasser? Oui, Nasser, bonjour. Nasser Lajili, comment ça va mon Nasser? C'est bien animé chez toi. Ah ouais, ils m'ont fait mal à la tête en 2 secondes. Non, mais déjà, je voudrais juste intervenir parce que Pierre-Henri Pierre-Henri disait que la radio serait responsable aussi du fascisme qui pourrait arriver dans notre pays. J'ai dit que France Maghreb 2 était responsable de l'arrivée du fascisme. J'ai dit que les médias, j'ai dit qu'un certain nombre de militants de gauche pouvaient être absolument responsables. Non, mais t'as dit que la radio avait une responsabilité. Je n'ai jamais on peut écouter mes propos. Mais bien sûr, j'ai jamais dit France Maghreb 2. J'ai dit que vous avez participé parfois au populisme. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Je le pense. En invitant. En vous donnant la parole à vous.
Oh, vous en avez invité d'autres qui sont des complotistes parfaits. Vous voulez que je parle? Vous êtes pour une liberté d'expression. Non, mais bien sûr que je suis aussi pour qu'on fasse le tri sur un certain nombre de choses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Nasser, à toi de jouer. De la responsabilité démocratique. On écoute Nasser. Attends, vas-y, je coupe le micro, vas-y Nasser, à toi de jouer. Quand même. Bon, vas-y, on t'écoute. Je disais tout simplement déjà que c'est la seule radio qui a refusé d'inviter des gens d'extrême droite. Ça, c'est la première des choses. Bien joué, Nasser. Aujourd'hui, moi, j'en ai jamais vu. Derrière, ils les ont pas eu. Ouais, nous, on a refusé. Deuxième chose. Non, Pierre, si Macron devait se défendre, il aurait bien voulu, ça serait bien qu'il soit à la radio de France Maghreb 2 pour se défendre et parler avec les gens qui écoutent cette radio. Parce que c'est bien d'envoyer la balle à chaque fois à des gens qui défendent des idées, des projets et un programme. C'est surtout un programme parce que à force de dire oui, il faut se battre contre le fascisme, non, ça passe plus, c'est fini ça. Ouais. Par contre, au deuxième tour, arrêtez de faire croire aux gens que Mélenchon appellerait à ne pas voter Macron au deuxième tour. Il dira toujours qu'il y aura un barrage contre l'extrême droite. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est Adrien Quatennens. Je termine. C'est qui Adrien Quatennens? Rappelez-moi qui est Adrien Quatennens. C'est terminé. On laisse les invités. C'est quoi cette méthode que vous avez là? Allons-y. Même Tarek n'a pas pu dire un mot aujourd'hui. Ouais, mais Tarek, moi je suis spectateur. Bien sûr. Moi je suis spectateur, moi. Vas-y, Nasser, termine mon Nasser, termine. Allez-y. Oui, et je termine pour dire tout simplement que maintenant le programme Mélenchon n'a jamais dit qu'il fallait ne pas voter au deuxième tour, d'accord? Et en même temps, Mélenchon n'est pas une personne qui va expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire au deuxième tour. Tous ceux qui votent pour Mélenchon savent très bien qu'ils seront contre la droite et l'extrême droite. Donc voilà, faut arrêter avec ça. Merci, mon Nasser. Avec ce discours de facilité de faire croire aux gens que Mélenchon serait Adrien de la France. Qu'est-ce qu'il a dit, Adrien Quatennens? Il a dit, on n'appellera sans doute pas à voter pour Emmanuel Macron. Et en gros, il y a un tiers, parce que moi, je ne fais pas dans les fake news. Mais votre chantage, là, ça commence à suffire. Un tiers. Mais votre chantage, je ne savais pas, mon cher Christophe, que tu étais engagé à ce point autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est ton droit. Mais enfin, garde ta distance en tant qu'animateur. Parce que tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Allons, mais bien sûr que si. Tu l'as dit sur cette antenne. Est-ce que j'ai reçu Mélenchon? Mais tu as reçu... Qui est venu répondre à mes questions? Mélenchon ou pas? Mais tu as reçu un certain nombre de personnes. J'en ai reçu qu'un, il s'appelle Jadot. Mais attends, moi j'ai le plus grand respect pour les Insoumis et pour Jean-Luc Mélenchon. Mais la vraie question, elle est que quand j'entends un certain nombre d'Insoumis qui disent, en gros, on préfère le pire à Emmanuel Macron, et que je regarde les sondages et que je vois qu'un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont aujourd'hui capables d'aller voter pour Marine Le Pen, je me dis quand même qu'il y a un petit souci. Donc vous regardez le tiers qui irait chez Le Pen, mais vous regardez pas le 2 tiers qui irait pas vers Le Pen. Voilà, c'est ça. C'est toujours mais un tiers à gauche, mais je n'ai jamais vu cela, mon cher Tarek. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Tarek Sassi. Ça va mon Tarek? Tu vas bien? Ouais, ça va, ça va. Je suis arbitre là. Il est sage, il écoute aujourd'hui. Je suis arbitre là. Pierre-Henri? Oui, tout va bien? Ouais. Bon, dis-moi, tu as pris du retard sur ton quiz? Oui, alors on y va pour le quiz, c'est parti. Le quiz. Ah, perturber l'émission. C'est la seule radio qui fait des quiz en fait. Ouais. Et c'est pour participer. J'aime pas le mot éducation, des gens au partage du savoir avec ses auditeurs. Tiens, c'est une question pour Pierre-Henri et Tarek Mami, parce que bon, Tarek, t'étais trop jeune. Enfin, t'étais pas né même, je pense. Qui devient Premier ministre en 1972 en France? Barre? Non. Je vois cette tête. Avec Pompidou? Non. Georges Pompidou. Non, c'était pas Chabon. Il a le même prénom que toi. Pierre Messmer. Pierre Messmer est une bonne réponse. C'était encore vivant celui-là, cet temps. Ah oui, 72. Oui, 72. Il a été ministre de la Défense, etc. Et je voyais dans ma tête. Ouais. J'étais petit, mais je m'en souviens et c'était un personnage qui ne me plaisait pas beaucoup. Ah bon? C'était un personnage de droite. Ouais. Oui. La France. Je suis pas de droite, moi, mon cher Tarek. La France a annoncé. Moi, je suis pas comme vous, moi. Je suis pas à droite, moi. Stop, Pierre.
La France a annoncé expulser combien de diplomates russes? 25, 38, 32, 33, 34, 35. Plusieurs. 47. 35, c'est Voilà, 35, j'ai gagné. T'es malade. Mais ça compte pas. Alors tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ben comment ça, il me donne pas le point? J'ai gagné. J'ai gagné, les amis. Non mais fais plus ça, Pierre, attention. Bon. D'accord, je fais plus ça, mais j'ai le point. Bon. Dans quel pays a été inauguré le plus long pont suspendu du monde en 1997 d'une longueur de 3900 mètres? En Ukraine. Japon? Non. Non, Japon, en Crimée. Bonne réponse, Tarek. C'était dans la ville de faire un Akachi. Hein, Allez exactement. faire un tour, 3900 mètres. Le plus long pont suspendu au monde. 3900 mètres, ça veut dire quasiment 4 km. Les Incroyable. Chinois sont en train d'en construire un de plus grand maintenant. Le point, attention, la société des journalistes de France Télévisions sont en colère contre quel Macron. candidat? Oui. Parce qu'il a été à TF1 2 fois et qu'il refuse de venir à France d'aller sur Télévisions. France 2. Exactement. 2 points pour M. Tarek Mami. Exactement. 1 seul point pour M. Pierre. Non, Non, 2 points. 2 points. Alors, je cherche... ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire de cette radio que vous êtes obligé de tricher avec la VAR. Je cherche à présent un auteur, compositeur, interprète et guitariste américain qui s'est suicidé en 1994 à Seattle. Ça va être difficile. Ah non, un grand groupe de rock, grand chanteur de groupe de rock en 1994. Cocaïne. Non, n'importe quoi. Un grand guitariste, chanteur-interprète du groupe Nirvana. Oui. Mais le chanteur, c'était Kurt Cobain. Kurt Cobain, bonne réponse. Tarek Sassi. C'est mon seul point, je crois. Voilà. Ouais. Macron a accusé quel candidat d'avoir relayé une fake news? Mélenchon. Oui, Mélenchon, absolument. Bravo. On est à l'égalité, les gars. Attention. Alors, deux. écoutez le petit point intéressant qu'a fait Quotidien hier sur cette affaire. Ce week-end, il y a eu une fake news, comme on dit aujourd'hui, qui a circulé, qui a été relayée par Jean-Luc Mélenchon. Jamais je n'ai dit qu'à 12 ans, il fallait mettre des jeunes en apprentissage. C'est un scandale de dire ça. J'ai dit qu'à 12 ans, il fallait permettre à des enfants de connaître des métiers. Ça n'a rien à voir. Alors d'où vient cette information d'une vidéo de l'équipe de campagne de Macron? C'était le 31 mars à Fouras. Le président répond à un restaurateur qui a des difficultés pour embaucher. 3. On a besoin de faire mieux connaître vos métiers. Et donc, alternance apprentissage et orientation dès la 5e pour faire connaître ces métiers. La phrase de Macron n'est pas très claire et le sous-titrage non plus. Il aurait fallu une virgule qui change tout. Alternance et apprentissage, virgule et orientation dès la 5e. En 5e, ce ne sont que des sessions d'orientation et pas directement de l'apprentissage. Le site de RTL s'est fait piéger par cette déclaration confuse. Ce qui a contribué à diffuser l'information. Depuis, le titre a été discrètement corrigé. Mais le mal est fait pour le président candidat. Sa mesure mal expliquée et mal marketée a permis à ses adversaires de l'attaquer. Eh oui, une virgule, ça change tout. Eh oui, une virgule, oui. Ah ouais. Non mais sérieusement. Ouais, le point virgule. Ouais. Non mais pour le coup, c'est vrai. En clair, quand on dit à partir de l'apprentissage 12 ans, on peut comprendre à tort ou à raison pour que ceux c'est qui sont mal intentionnés. Oui. Parce que comme si on allait mettre les gamins à partir de 12 ans en apprentissage. Il s'agit simplement de faire connaître la réalité d'un certain nombre de métiers. Et puis donc on les envoie dans les jeux sont entreprises. faits, rien ne va plus, Oui, tout va se jouer sur cette question. Ah bon? Ah oui. Ah oui. 2 partout. C'est Nasser qui va gagner. Oui. Je cherche une chanteuse et actrice française née à Paris en 1964. Ça c'est pour Noël. Elle a joué dans Camping Paradis notamment, la série célèbre. Et là un titre Faut que je travaille. Faut que je travaille. Oui. Princesse Erika. Princesse Erika. Bravo, Toi t'es un peu le PSG, tu vois, c'est après le réveil. Non mais c'est pas ça. On lui mettait de la musique dans tout le truc, il est premier. Mettez-lui les ponts, il reste derrière. Quant à Mesmer, il connaît Ramadan, pas. Premier jour. Bravo Tarek. Premier jour. Non, premier jour de T'as Ramadan. fait le premier jour. Première session. Ouais, tu viens de premier jour de radio en Ramadan. C'est enregistré. Premier jour de radio en Ramadan et je gagne mon quiz. C'est son premier jour de Ramadan. Mais tu gagnes à être connu. Mais nous, j'espère. Tu crois que nous sommes le deuxième jour de Ramadan aujourd'hui? Non, le troisième, quatrième. Dis-moi, Tarak, pour les auditeurs, c'est qui ton coiffeur?
Mon coiffeur. Ouais. C'est Provost Lirinjan Barashitaman. C'est un Indien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, son coiffeur? Ah bah parce que il a plus un cheveu sur le caillou. Ah ouais? Ouais. On a tout fait partir. Là. Ouais. C'est l'apprentissage dès l'âge de... Ah ouais, de 12 ans. Allez, c'est parti pour le zapping, on enchaîne les enfants. On a du boulot. J'ai l'impression qu'on va avoir du mal. Alors, dans le zapping, pardon, et pour commencer, il y a celui qui se revendique d'ailleurs comme étant le candidat le plus va-t-en-guerre. Et qui a une position... il y en a plein. Écoutez, Jadot, surtout Jadot, il est très violent quand même. Très, très, très violent pour un parti qui se dit pacifiste. Et il aime bien la couleur rouge alors qu'il est vert. Il y a des atrocités terribles. Et vous savez, je pense être le seul candidat dans cette élection présidentielle qui a eu cette constance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Ça fait 20 ans que Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Vous avez été le premier d'ailleurs à utiliser l'expression parmi les candidats à la présidentielle. Ça fait 20 ans qu'il organise des massacres, des atrocités. Ça a d'abord été en Tchétchénie, puis ça a été en Syrie, c'est aujourd'hui en Ukraine. Et donc aujourd'hui, la seule mesure que les Européens doivent prendre pour que cessent ces atrocités, c'est l'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Les Européens, tous les jours, malgré les atrocités, donnent 800 millions de dollars à Poutine. 800 millions de dollars. C'est ça qui est le carburant de la guerre en Ukraine. Voilà, Jadot. Et on chauffera dans les maisons avec le bois en bah attendant. Oui, bah, attendez, pourquoi pas Il va falloir qu'on commence par construire des cheminées et d'aller acheter le bois dans le coin pour pouvoir chauffer. Puis on peut aussi dire qu'on pourrait lui rétorquer que la pression qui a été mise en place par les écologistes en Allemagne a rendu un peu plus dépendante l'Allemagne du gaz russe. Donc, en toute chose, modération. Oui, c'est bien, Pierre. Ouais. Mais tu sais, je suis un modéré, donc justement que tu trouves très souvent trop mou. Voilà, mais évidemment, tes amitiés avec Jean-Luc Mélenchon... Arrête, Pierre, s'il te plaît. S'il te plaît, Pierre. Ne me pousse pas à sortir des dossiers ici. Ouais. Je vous fais une confidence. Oui. Ils ont dîné ensemble hier soir. Ah bon? Ah ouais. Christophe et Jean-Luc. Mais c'était après la rupture du jeûne. Oui, bien sûr. Évidemment, monsieur. D'accord. Et Christophe a donné quelques conseils à Jean-Luc. Ah bah évidemment, il m'a écouté. Hein. Surtout pas de recruter Pierre-Henri en tout cas. Bon, alors... Mais tu m'as pas recruté, sinon je suis bénévole ici. Oui, mais quand même, t'es dans mon équipe. Ouais. C'est quand même moi qui décide si tu viens ou pas. Et puis tu en es fier. Ah bah absolument. Bon, voilà. Bon, merci. Fabien Roussel qui a quelques problèmes avec le candidat Macron. C'est que je regrette profondément qu'il n'y ait pas de débat entre les candidats à l'élection présidentielle et que le candidat Macron, lui, par exemple, a refusé tout débat entre nous. Ce candidat Macron, qui aujourd'hui va recevoir le soutien d'un paradis fiscal, je le dis à vos auditeurs, il va être soutenu par le Premier ministre du Luxembourg, qui est un paradis fiscal reconnu au sein de l'Union européenne. Alors il est soutenu par les paradis fiscaux. Mon ami, c'est la finance, comme on dit. Celui d'avant, c'était mon ennemi, c'est la finance. Aujourd'hui, on est passé à un président qui dit mon ami, c'est la finance, et il fricote avec les paradis fiscaux, et on n'a pas le droit d'en débattre entre nous. On n'en débattrait pas entre nous. J'aurais tellement aimé débattre avec le président de la République des paradis fiscaux, de toutes nos richesses qui s'en vont à la frontière de la France, là, au sein de l'Union européenne. Ça va laisser des traces. Ça, c'est le sujet. Ça, j'aurais bien aimé en débattre devant les Français. Voilà, il aurait aimé débattre, Fabien Roussel, quand même. Et il prend un ticket, il fait la queue. Bah ouais, mais bon. Parce qu'ils sont nombreux dans cette situation-là. Exact. Dans un instant, on poursuit ce zapping avant de parler tout à l'heure de Boutcha, plus précisément, cette affaire... qui nous intéresse. On va voir moderne. Il y a, et je sais que ça va pas faire plaisir à Pierre, et pourtant c'est nos amis d'Europe 1 qui ont consacré un reportage. Apparemment, il y aurait une certaine tension dans la Macronie depuis quelques jours. Emmanuel Macron serait agacé par ses proches. Au vu de ce que tu redoutes, mon cher Pierre, d'une montée de l'extrême droite, ça inquiète la Macronie. A tout de suite. Le grand forum avec Pierre-Henri, avec Tarek Mami et avec Tarak Sassi qui sont avec nous sur France Maghreb 2. Et donc le zapping qui se poursuit avec, je le disais, donc Europe 1. Aujourd'hui, tout à l'heure, à la mi-journée, nous apprend qu'il y a une certaine tension dans la Macronie. Pourquoi? Écoutez plutôt. Le chef de l'État s'agace de plus en plus des chamailleries en interne.
Oui, la confiance qui transparaissait dans l'entourage du candidat le mois dernier a progressivement laissé place aux doutes, des interrogations qui aujourd'hui exacerbent les tensions en interne, et le meeting de samedi n'a rien arrangé car depuis c'est un peu la foire d'empoigne entre proches d'Emmanuel Macron. Et hors micro, certains se lâchent et règlent leur compte au point de critiquer jusqu'au discours prononcé il y a 3 jours par le président candidat. On se serait cru face à une carte de restaurant chinois, lâche un ministre important, décidément inspiré par la cuisine asiatique pour tourner en dérision l'abondance de mesures égrenées durant le meeting. Raviolis aux crevettes, raviolis aux légumes, rouleaux de printemps et nems au bœuf, il y en avait pour tout le monde, mais du coup c'était trop, on s'y perd. Un propos appuyé par un cadre de la campagne qui décrit l'ambiance au QG. On est dans une ZAD, tout est décidé au dernier moment. Et cela a le don d'agacer cet autre ministre. On ne sait plus quoi faire. Quand on se montre pour soutenir le candidat, on se voit reprocher de se faire pousser du col. Quand on est moins actif, on nous accuse d'être en vacances. Mais il faut croire que ces ressentiments sont inhérents à une campagne de président-candidat. Un marcheur issu des rangs de la droite se souvient, ça se passait exactement pareil chez Nicolas Sarkozy en 2012. Bah voilà. Ça rassure, mais parce que là, si tu veux, ça donnait envie de manger des raviolis crevettes pour le tour ce soir. Hein. Non, mais ils font de la fausse politique politicienne. Quand vous avez un seul meeting, si vous étalez pas tous les projets, toutes les promesses, vous allez rester sur une ou deux et les gens vont sortir, vont dire bah c'est tout ce qu'il a dans le fusil. Donc il faut savoir quand même que dans une campagne, il faut aller pêcher très très large en sachant que j'allais dire... Non mais c'est pas nous qui critiquons, hein, c'est même des ministres a priori, des cadres de la campagne. Parce que peut-être qu'ils sentent qu'ils n'ont plus leur place aujourd'hui ou demain, ça c'est un. Radio bruit de couloir, voilà. Radio Europe numéro 1, racheté par monsieur Bolloré, et qui évidemment n'est pour rien dans la promotion de l'extrême droite dans ce pays, avec CNews, les émissions de Cyril Hanouna, etc. Ce groupe poursuit une stratégie très claire. Alors après, moi je n'en sais rien si des ministres ont des états d'âme. Voilà. En tout cas, au meeting, vous aviez à la fois Raffarin, Philippe, Édouard Philippe, Bayrou, mais la vraie question, ça veut dire les 3 pieds sur lesquels la vraie question, Tarek, c'est au-delà, une fois l'élection passée, et j'espère la réélection de Emmanuel Macron, le quinquennat sera extrêmement difficile. Tout à fait. Parce que de toute façon, un pays avec 47 ou 48% à l'extrême droite, ça va être extrêmement difficile. Et donc j'espère que Emmanuel Macron... On parle de solutions aussi de l'Assemblée pour changer les règles. Non, parce que d'abord, ça serait une dépense bien inutile, parce que du coup... on s'en fout des dépenses inutiles. Quand on fait 4 milliards à McKinsey, on s'en parle. Ne dis pas 4 milliards, c'est totalement faux, c'est une fake news. 1 milliard, 1 milliard et demi. Oui, c'est pas pareil. Entre 1 milliard, voilà Christophe. 1 milliard, 4 milliards, on y va. 4 milliards c'est la fête à neuneux. Dans tous les cabinets de conseil. McKinsey n'est pas le seul. Oui, mais c'était pas ce que j'étais en train de dire. Et j'étais en train de dire qu'au soir du premier tour, il faudra qu'Emmanuel Macron propose aussi à l'électorat de gauche un programme pour ces 5 ans. En fait, moi, je suis pour un gouvernement d'union nationale. Parce que dans la situation dans laquelle nous sommes, avec une extrême droite à 47-48%, on ne peut pas se payer le luxe de se confiner sur sa seule famille d'origine. C'est l'erreur qu'a faite d'ailleurs Jacques Chirac en 2002 lorsqu'il a été élu face à Le Pen. Je vous rappelle que Le Pen, à l'époque, fait 17-18%. 17-18%, que Chirac fait 82%. Et qu'est-ce que fait Chirac avec une majorité comme celle-là? Eh bien, au lieu d'élargir sa majorité, de gouverner large, il se replie sur la famille d'origine. Sarkozy a fait le contraire. Et ça me rappelle la phrase de feu David Jean, qui a dit « Nous sommes pour l'ouverture jusqu'au RPR », parce qu'il y avait il y avait plus d'RPR avec Nicolas Sarkozy. Absolument. Alors, pour terminer ce zapping, Marine Le Pen qui s'étouffe au micro de Apolline de Malherbe. Il faudra mériter la nationalité française. Pardon. Prenez votre temps, Marine Le Pen. Il y a une bouteille d'eau si vous avez besoin. Mais j'ai pas de verre. Mais allez-y, vous pouvez boire dans la bouteille.
Elle fait le ramadan et elle n'a pas osé le dire. Là, c'était dur quand même. Il y a des mots qui a du mal à passer, peut-être. Hein, je sais pas. Hein bon. C'est bien pour ça. Je dis simplement à tous mes compatriotes français issus de la diversité de l'autre, de la rive sud de la Méditerranée, de l'Afrique subsaharienne, faites bien attention. Si vous faites un signe égal entre MLP et Emmanuel Macron au deuxième tour, vous risquez gros. C'est tout. Bon, voilà. Votons d'abord le premier tour parce qu'on ne sait pas qui va au deuxième tour face à Emmanuel Macron. C'est très clair. Il faut vraiment que Emmanuel Macron embauche Pierre-Henry parce que putain, il l'a fait. C'est le meilleur communicant que j'ai vu. Et il est membre de Pluriel, je sais pas quoi là. Ouais, non, mais Pluriel, ok, ouais, d'accord. Hein, la France plurielle qui s'aime telle qu'elle est, dans sa diversité. Ah bah, vous avez écouté la phrase du président Macron, candidat? Je t'en donnerai de la diversité chez moi. L'histoire de la France est un bloc, et on prend le bloc tel qu'il est. Donc on prend ce que la colonisation française, et on les assume, et on demande aux Français issus donc, de ces immigrations et de ces massacres d'admettre ces choses. C'est massacre de la colonisation. Mais qu'est-ce que c'est que ce raccourci? Mais qu'est-ce que c'est que ce raccourci? Comment vous arrivez à la colonisation? Vous prenez le tout. Vous prenez le tout. Et la France, elle est plurielle. Elle est diverse. Elle est diverse. Et ça n'empêche pas le devoir de mémoire. Et ça n'empêche pas le devoir de mémoire, Tarek. Voilà. Donc il y a des phrases de droite, voire d'extrême droite. Très bien. L'histoire de la France est un bloc et des phrases de droite. Allez, Boucha. Qu'est-ce qui s'y passe? Apparemment l'horreur. Pour les Ukrainiens, un génocide. Ça va être la coupure pub. Non, pas du tout. Moi, je ne commande pas Boucha avant la coupe. Non, il n'y a pas de pub. La prochaine pub, elle est dans 20 minutes. Ah bon, bah alors d'accord. Alors Boucha, évidemment, extrait, écoutez. Les militaires russes ont complètement quitté la ville le 31 mars. À cette même date, le maire de Boutcha a déclaré solennellement que tout était réglé. Et 2 jours plus tard, nous avons vu cette mise en scène dans les rues qui est maintenant utilisée pour miner la Russie. Ce que nous avons vu du régime de Vladimir Poutine dans l'usage de munitions sur des civils innocents constitue déjà, à mon avis, un crime de guerre. C'est un crime affreux, c'est un crime insupportable, c'est un crime ignoble, mais en plus, pour lui, c'est vraiment salir l'image de la Russie. Je ne comprends pas. Le meurtre de civils est un crime de guerre. Nous devons enquêter sans relâche sur ces crimes commis par les forces armées russes. J'exige que les organisations internationales aient accès à ces zones pour documenter les atrocités. Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. Et donc, nous avons d'ailleurs marqué notre disponibilité aux autorités ukrainiennes de les assister dans les enquêtes qu'elles sont en train de faire. La justice internationale doit passer. Nous allons faire tout notre possible pour que ceux qui ont perpétré ces crimes de guerre ne soient pas impunis et comparaissent devant la Cour pénale internationale pour répondre de crimes contre l'humanité et pourquoi ne pas le dire, de génocide. Dès le début, j'ai dit que Vladimir Poutine était un dictateur. Dès le début, j'ai dit qu'il était en train... C'est un boucher, c'est un criminel de guerre. Juridiquement, c'est beaucoup plus intéressant de le qualifier de criminel de guerre. Voilà pour ces quelques extraits par rapport à cette ville donc de Boutcha qui a été effectivement évoquée dans les médias. Moi, la question que je me pose, et j'aimerais rappeler les faits, le 30 mars, la Russie se retire de cette ville qu'elle occupait partiellement. D'accord ? Le 31 mars, le maire de cette ville, de Boutcha, indique effectivement que cette ville a été libérée de la Russie, etc. Aucune référence à cette horreur. Et c'est seulement que samedi 2 avril que l'on nous apprend que l'on a retrouvé des corps dans les rues, criblés de balles, qui ont été massacrés, morts en tous les cas. Alors, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'a priori, ils portaient un brassard blanc, ces gens, et vous savez que la Russie, quand elle occupe des villes, a priori, et là je parle au conditionnel, aussi donne quelques axes de nourriture, pardon. Oui, distribution alimentaire. Distribution alimentaire. Et sur ces morts, on aurait retrouvé, je parle encore au conditionnel, des distributions alimentaires. Pourquoi la Russie aurait un intérêt quelconque à tuer des gens qu'elle a aidés à manger? Pourquoi la Russie aurait intérêt à libérer une ville et laissant ce pitoyable spectacle? Je pose simplement des questions.
nous posons, et nous sommes un certain nombre, à nous poser des questions. Dans la guerre, Pierre-Henri, Tarek Pami, Tarek Sassi, il y a de la propagande des deux côtés. J'ai l'impression que dans ce pays, en France, dans les médias français, au sein des politiques, on a de toute façon fait notre choix et on a choisi notre camp. Est-ce qu'on peut être neutre? Oui ou non, Tarek Pami? Pour moi, le premier métier du journaliste, d'abord, l'homme politique peut ne pas être neutre, il vend sa sauce, il vend sa propagande, c'est sans problème. Pour moi, le problème, c'est les journalistes, la presse, qui reprennent des dépêches sans vérification. Comme vous l'avez dit, donc il se passe 3 jours. Donc Boutcha doit être aussi grande que Paris ou Marseille pour qu'on mette 3 jours pour découvrir des corps qu'on n'a pas découvert le premier jour. Et on parle de 300 à 400 corps. 410. C'est pas rien. 410. Ouais. Alors, la deuxième chose, moi, si vous voulez, je vous donne rendez-vous dans 3 ans, quand on parlera de ce dossier, et quand on nous comparera ce qui s'est dit aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé à Teshi Mohara, en Roumanie, où on nous a mis exactement la même chose. Quant à crime de guerre, moi, j'admire tous ces hommes politiques, notamment les nôtres, les Français, quand ils disent sur les massacres en Irak, en Syrie, notamment par les gens de Daesh. Là, il n'y a pas de tribunaux. Alors, je vous donne un scoop, Christophe. La Russie et l'Ukraine n'ont pas signé le traité de Rome pour donc le tribunal international. Ils ne peuvent pas donc être déférés devant ce tribunal. Ça, c'est réglé. Mais les États-Unis et Israël non plus n'ont pas signé ces accords, ces traités. Est-ce que vous avez entendu dans la presse française quelqu'un qui dit l'Ukraine et la Russie, comme Israël et comme les États-Unis, n'ont pas signé? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de propagande. En Occident, la guerre de propagande a gagné, mais reste la réalité. La réalité, et là j'invite tous les auditeurs de France Maghreb 2, Pierre-Henri, acteur, chroniqueur et auditeur de la radio aussi, d'aller tapoter quels sont les pays ou les continents qui ont pris des sanctions contre la Russie. L'Europe, le Canada, les États-Unis, 2 pays en Amérique du Sud et 2 pays en Asie, c'est-à-dire le Japon et la Corée du Sud. En dehors de ça, aucun pays du continent africain n'a pris de sanctions. L'Asie, dans sa globalité, n'a pas pris de sanctions. L'Amérique du Sud, dans sa globalité, n'a pas pris de sanctions. Donc vous avez 60% de la population mondiale qui n'est pas sur cette même ligne, mais comme nous avons la chance d'être en France et la malchance d'être en France, nous subissons un flot donc, de propagande qui fait... Alors aujourd'hui, je vous ai... Est-ce que ce genre d'opération... Je termine. Oui. Je vous ai envoyé aujourd'hui sur le groupe interne de travail de la radio. Qui a fait cette déclaration? C'est le porte-parole du président de la République ukrainienne. Oui. Et à partir du moment où le président de l'Ukraine, ou son porte-parole... Qui s'est déplacé d'ailleurs, hein, il est allé sur place. Oui, de toute façon, c'est un bon acteur, par ailleurs. Malheureusement pour la population d'ailleurs ukrainienne, qui elle subit, parce qu'on n'a pas demandé aux Ukrainiens peut-être ce qu'ils sont... Parce que le rôle d'un président de la République, c'est d'abord de préserver la vie de ses clients, j'allais dire, de sa population, et de négocier au plus tôt un cessez-le-feu, quitte à le faire en étape pour la suite. Et donc, j'en termine sur cette chose. Moi, tout ce qu'un président ou un vice-président fasse une déclaration, et le monde la met en une, cette déclaration, ça me fait un doute. Je cherche à ce jour, et je n'ai pas encore trouvé, ce qu'on appelle les sources indépendantes de cette information. Est-ce que ça incite ce genre d'opération à ce que l'Occident s'implique finalement? C'est ce qu'est en train de chercher le président ukrainien. Et dernière chose, hier, les Russes ont demandé une réunion au Conseil de sécurité pour parler de cette question. Oui. Ça a été refusé par le président actuel, l'anglais, qui dira on en parlera dans quelques jours. Mais par contre, le président ukrainien s'exprimera devant le Conseil de sécurité. Voilà. Donc, mon cher notre rôle de journaliste, c'est d'aller chercher les infos. J'ai écouté avec beaucoup d'attention d'abord. Oui, c'est vrai d'ailleurs, avec sagesse d'ailleurs. Oui, mais comme d'habitude, mon cher Christophe. Sans couper. Sur un sujet comme celui-là, je pense qu'il faut de la gravité. Et j'ai envie de dire, mais qui suis-je pour dire au président de l'Ukraine ce qu'il doit faire? Je pense que le président de l'Ukraine, qui a eu à faire face à l'invasion de son pays par la Russie de M. Poutine,
a incarné ce que l'on peut appeler un héros de guerre. Ensuite, la guerre est une boucherie. Toute guerre est boucherie. De ce point de vue, j'imagine qu'on ne découvre rien dans un endroit de la planète. C'est vrai pour toutes les guerres. Ensuite, nous avons des images qui sont extrêmement choquantes sous les yeux. Évidemment qu'il faut les documenter, qu'il faut qu'il y ait des commissions d'enquête qui nous disent dans quelles circonstances, quand, où ces gens qui a tué. Parce que nous avons un devoir de mémoire et nous devons travailler pour les générations futures. Je vous rappelle qu'on est habitué à dire « plus jamais ça ». Eh bien, plus jamais ça, ça recommence. Et maintenant, je pense que les chancelleries occidentales ont suffisamment d'informations pour faire porter un fort soupçon tout de même sur les troupes russes qui sont habituées à de telles exactions. Ça ne serait pas la première fois. Ils ont pratiqué comme ça en Syrie. Ils sont en train de pratiquer comme ça au Mali aujourd'hui. Mais il y a des crimes de guerre. Il faut aller au fond, documenter très vite. Je rappelle que ce n'est pas un génocide. Parce que pour qu'il y ait génocide, selon la définition de 1948, il faut que l'auteur des crimes en question ait l'intention de détruire en tout ou partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Nous sommes face à une boucherie, face à des atrocités, mais nous ne sommes pas face à un génocide. Ça ne doit pas amoindrir notre indignation. Ça doit simplement conduire à des enquêtes indépendantes et très rapides. Dernière chose, quand Zelensky, évidemment, appelle l'Occident à se mobiliser autour de lui, oui, je le comprends, mais là où Tarek avait raison tout à l'heure, c'est que le monde ne se limite pas à l'Europe. Le conflit a lieu en Europe. Il est normal que nous soyons concernés par cela, mais l'Inde, aujourd'hui, a accentué sa production de gaz pour faire, ou ses commandes de gaz. Ses importations de gaz. Ses importations de gaz. Oui. La Chine est derrière la Russie. Les alliances dans le monde entier sont en train de se redessiner. Tu parles d'alliance, hier, il y avait... Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères algérien, à Moscou. Oui. Et Lavrov devrait venir aussi à Alger dans les tout prochains jours. Oui, il y a des reconfigurations, ça ne veut rien dire pour autant. Non, c'est à noter. Moi, je retiens de la longue intervention de notre ami Pierre-Henri. Qui était aussi longue que la vôtre. Le mot soupçon. Et je suis pour qu'on parle de soupçon, mais je ne suis pas pour ces affirmations dans la presse mainstream et dans la bouche des hommes politiques pour affirmer que c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. On soupçonne, on fait une enquête et on en tire les conséquences. Tarak Sassi. Alors, moi j'ai écouté attentivement les deux. Et chez les deux, il y a beaucoup de vrai. Donc déjà, il faut resituer. Il va y avoir du vrai chez toi. Moi, je vais juste resituer les choses. Resituer les choses. Bon, j'ai bien étudié l'histoire. Je sais ce que c'est qu'une guerre mondiale. Je sais ce que c'est qu'un génocide. On n'est pas une guerre mondiale, on est une guerre européenne. Oui, mais on essaie de nous amener vers une guerre mondiale. C'est malheureux avec la propagande que vous dénonciez. Donc oui, c'est un mort, c'est toujours aussi grave qu'on ne veut l'admettre. 450 morts, c'est extrêmement grave, mais on est encore loin du génocide, on est encore loin du pogrom. Et là où je suis d'accord avec Tarek Mami, c'est que aujourd'hui, on nous impose une propagande sur la Russie qui fait qu'on n'arrive jamais à savoir la vérité. Et on est en train de draper d'innocence l'Ukraine et Zelensky, surtout Zelensky, sans justement regarder en fait tous les travers qu'il y a dans ce problème-là. Et encore une fois,
Là où je vais être d'accord aussi avec Pierre-Henri, les Russes ne sont pas des enfants de cœur. Les Russes, il faut se rappeler ce qu'ils ont fait en Tchétchénie. Et là, en Tchétchénie, on peut dire que ça s'apparentait, je ne peux pas dire non plus un génocide parce qu'ils sont encore là, mais on était dans du pogrom. Et c'est une spécialité quand même de l'armée russe. Donc, de là à dire que les 450 personnes seraient forcément de l'armée russe et que aujourd'hui on doit... pas autre chose que des Russes là-bas. Oh. On peut pas acquiescer ça aussi à 100%. Ouais, Pierre, partiellement. À 100%. Mais quel est l'intérêt Alors Pierre, essayons d'être logiques. Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt de la Russie de faire ça? Mais enfin, il y a des troupes qui sont livrées à elles-mêmes. Il y a des troupes qui, avec de jeunes conscrits, qui se retrouvent plongés dans une violence absolue, dans un choix entre la vie et la mort, qui sont alcoolisés et qui, à un moment donné, en l'absence, y compris de chefs, parce que c'est véritablement ce qui est documenté sur un certain nombre de théâtres d'opérations, peuvent totalement basculer dans l'horreur. Ça, et c'est pour ça qu'il faut savoir qui était sur place, quelle était l'unité. Quoi? Mais bien sûr que si. Bah non, elle avait demandé une réunion au Conseil de sécurité ce soir pour livrer justement des informations sur cette opération. Oui. Parce qu'elle dément la Russie, être à l'origine de cela. J'ai bien vu les démentis qui sont faits. Voilà. Et encore une fois, il faut qu'il y ait une enquête indépendante. De toute façon, tout le monde la veut. Ouais, mais parce que si c'est pas Washington, c'est parce que rappelons-nous une société qui rapporte des images de satellitaires. Oui. Puisque, mais moi, je ne mets pas en cause, je vais être très clair, je pense qu'il y a un fort soupçon que ce soit l'armée russe qui ait pratiqué cette abomination. Maintenant, il faut le documenter. Il faut aller sur place. Et encore une fois, pour les générations futures. Mais rappelons-nous aussi effectivement dans l'histoire, les Russes ont fait cela, eh bien, ça veut dire que c'est une difficulté de mémoire énorme pour les prochaines décennies. On va écouter Mounir qui est avec nous au standard au 01 40 33 9000 qui souhaite il a parler. peut-être des informations. Bonjour Mounir, bienvenue à toi Mounir. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tous les invités, à Pierre-Henri, etc. Bonjour Mounir. Bonjour à tous. Écoutez, moi je voulais juste rappeler quelque chose à Pierre-Henri. Est-ce que vous vous souvenez de la grande propagande qu'il y a eu à l'époque de la guerre en Irak contre Saddam Hussein. Les armes de destruction massive, etc. Je rappelle très rapidement cette problématique, parce qu'il y a effectivement énormément de conspirations d'un côté comme de l'autre. Et alors, je ne dis pas effectivement qu'il n'y a pas eu de massacre. Il y a eu plus de 400 morts et on peut effectivement les regretter. Parce qu'un mort, qu'il soit ukrainien ou qu'il soit palestinien, etc., c'est un mort de trop. D'accord. Alors, je tiens juste à préciser une chose très rapidement, sur le président ukrainien Vladimir, je crois qu'il s'appelle Zelensky, qui pour moi, selon moi, ça n'engage que moi, est en grande partie, je dis bien en grande partie responsable, je dis bien le gouvernement ukrainien et non pas le peuple ukrainien qui n'a rien à voir là-dedans, et en grande partie responsable de ce qui se passe avec la Russie, du fait qu'ils n'ont pas respecté effectivement les accords de Minsk, entre autres. Entre autres, oui. Mounir, je suis obligé de vous laisser chez la pub, je suis désolé. Vraiment, mille pardon. Mais on est obligé d'y aller, on continue d'en parler avec vous dans un instant au 01 40 33 9000 à tout. Le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec Pierre-Henri, avec Tarek Mami et Tarak Sassi. Ils sont avec nous. Et Mounir aussi, qui est toujours avec nous, Mounir, hein, c'est ça ? Oui, je suis là. Je voulais juste terminer sur un point, Christophe, qui est très important. Quand je constate effectivement, comme vous, comme tout le monde, la grande, comment dirais-je, fraternité vis-à-vis du peuple ukrainien, au niveau des réfugiés, je parle, au niveau des réfugiés, je ne peux que le saluer, mais il y a quand même une chose que je tenais absolument à dire, très franchement. Je vais vous donner un scoop. Allez, un scoop. Je vais vous faire peut-être rire un petit peu quand même. Allez. J'ai envie de changer de nationalité, j'ai envie de prendre la nationalité ukrainienne. Oui. J'ai envie de changer de prénom, j'ai envie de prendre un prénom ukrainien. Oui.
Parce que, effectivement, encore une fois, je ne suis pas contre le fait qu'on aide les réfugiés. Au contraire, je suis pour. Mais ce que je trouve, je vais vraiment pousser un coup de gueule, Christophe, parce que quand je vois la discrimination qu'il y a sur cette planète, le 2 poids 2 mesures, quand on voit tout ce qu'un Ukrainien peut obtenir aujourd'hui, le fait qu'il soit réfugié, c'est-à-dire qu'à la limite, on lui donne des papiers, on lui donne un travail, on lui donne de l'argent, on lui offre un forfait Free Mobile. Enfin bref, j'en ai entendu des belles et des pas meilleures. Et c'est très bien, je suis pas contre. Au contraire, on est là pour les aider, il n'y a aucun problème. Exact. Mais quand on voit ce qu'on fait aux Syriens, aux Irakiens, aux Soudanais, aux Palestiniens, j'oublie, excusez-moi, la guerre aussi. Je sais plus où c'est. Excusez-moi, c'est dans un autre pays musulman. C'est l'Arabie Saoudite qui bombarde le Yémen. Le Yémen, voilà. Exactement. Quand on voit la solidarité, alors, effectivement. Mounir, ça tombe bien parce qu'on a Pierre-Henri aujourd'hui qui est président de France Fraternité, qui connaît un peu ce sujet. Il est bien placé. Tu comprends, Pierre, qu'on puisse aujourd'hui s'interroger sur le 2 poids 2 mesures qui peut être fait ou constaté concernant l'accueil des réfugiés ukrainiens et les autres. Par rapport aux autres. Voilà. Alors, il y a deux choses. Oui, est-ce que c'est vrai d'abord, Pierre? Mais franchement, je comprends qu'on se pose la question. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des avantages entre guillemets qui sont octroyés? Non, il n'y a pas d'avantage. La question ne se pose pas exactement dans ces termes. Il y a le plus grand exode jamais vu en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une guerre. J'ai un scoop. Je retiens Europe. Oui. J'ai un scoop. Mais je vais terminer. En Europe. Et donc, vous avez une arrivée de 4 millions de réfugiés. Il est normal qu'on réponde. Dans plus de 90% sont en Pologne. Mais comme d'habitude, la plupart des personnes vont d'abord dans les pays qui sont en proximité avec eux parce qu'ils ont un espoir, c'est celui de pouvoir y retrouver. Pardon de te couper, mais est-ce qu'on offre Est-ce qu'on offre un logement? Mais est-ce qu'on offre j'ai toujours dit depuis 10 ans. Non, mais un logement. Est-ce qu'on offre un abonnement Free Mobile ou SFR? Est-ce qu'on offre la gratuité des trains pour les Soudanais, pour les Irakiens, pour les Syriens, pour les Palestiniens? Je vais te répondre. Non, Pierre. Je vais te répondre. À Calais, aux frontières des Alpes vers Menton, etc., l'accueil que l'on réserve aux personnes de nationalité étrangère est absolument scandaleux. Ça fait plus. Les Ukrainiens aussi, c'est de nationalité étrangère. Oui, mais non, disons aux personnes. Pierre-Henri, je voudrais te faire part d'un courrier que j'ai reçu de Paris Habitat. Oui. Non européens. Et donc, il y a un défaut d'accueil sur un certain nombre de populations. Ça fait plus de 10 ans que je le dis. Oui. Et simplement, on s'aperçoit là qu'en 15 jours, il y a une mobilisation extraordinaire qui permet de loger, si vous me permettez, de loger aux environs de 30 000 personnes. Parce que c'est à peu près le chiffre aujourd'hui. Et avec l'idée suivante, c'est que quand on veut, on peut. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que l'on peut faire et ce que l'on a fait justement pour les Ukrainiens, on le fait même pas pour les personnes en situation régulière. On doit le faire en dignité pour les autres. Ouais. Agir en dignité, ça ne veut pas dire que la nation est ouverte, que tout le monde peut s'installer. Ça veut dire qu'on examine les dossiers et qu'éventuellement on va dire... Pierre-Henri, mais pour les Ukrainiens, on n'examine pas. On montre sa non, mais c'est une protection temporaire. Pierre-Henri, attendez, on n'est pas dans la même... Un courrier de Paris Habitat, un courrier de Paris Habitat qui me signifie que nous allons devoir attendre par rapport à nos demandes de logement. Moi, qui demande depuis... c'est un courrier qui est arrivé ce matin, je crois. Non, moi depuis bien longtemps, je l'ai reçu. Pas depuis moi je l'ai reçu le 27 mars. Oui, donc c'est pas longtemps. Oui, quand même. Après l'arrivée des Ukrainiens. Quand même. 27 mars. Qui me dit que la priorité à la solidarité ukrainienne est... non mais c'est quand même fou. C'est quand même fou. Oui, c'est-à-dire que moi... mais ça veut dire que moi... Qui attend un logement social. 10 ans sans domicile fixe, 4 ans dans des logements insalubres, entouré de zombies, et en ayant un hôtel social en face de moi avec des toxicos,
Et bien sûr, ces mêmes hôtels sociaux, aujourd'hui, on les mobilise aussi. Enfin, ça va être une horreur. Hein, parce qu'on mélange en ce moment des Ukrainiens avec un public. Parce qu'il n'y a pas d'hommes ukrainiens. Ah non, il y a des hommes ukrainiens. Ah non, je peux vous dire, à la manifestation tunisienne, on a vu des Ukrainiens débarquer. On s'est même fait traiter de parasites. On s'est même fait traiter de parasites, alors que la manifestation était déclarée depuis longtemps en disant que notre souffrance pouvait attendre. Et il y avait des hommes ukrainiens. Il y avait des hommes ukrainiens qui étaient là, ils ont réussi à bien alcoolisés. Avant, en fait, bien alcoolisés. Et ce que je peux dire, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, qu'on est en train de mélanger... Depuis 10 ans, vous attendez, on vous dit clairement, solidarité, priorité aux Ukrainiens. Voilà. Ouais. Non, mais attendez, Aïcha est avec nous. Vous avez une guerre qui est aux portes de l'Europe et vous avez une directive de protection elle n'est pas en Europe, elle n'est pas chez nous. Vous avez une directive de protection temporaire qui s'applique pour les personnes qui arrivent réfugiées en Europe et en France. Pas aux dépens de ceux qui sont en France depuis toujours ou qui sont français. Enfin, pas aux dépens. Je vais vous partager le courrier dans le groupe. Mais pas aux dépens. Aïcha, bonsoir. C'est aux dépens de personne. Aïcha, mais non. Aïcha. D'abord, je pense que la plupart des réfugiés vont vouloir retourner chez eux. Et c'est la raison pour laquelle moi j'appelle toujours à un cessez-le-feu. D'accord, et à une solution négociée. C'est peut-être la première chose. C'est incroyable comment tu tournes autour du pot, Pierre, pour ne pas répondre en fait. Mais qu'est-ce que on est en train de parce que tu veux. Mais écoute, la réflexion binaire depuis tout à l'heure. Mais la réflexion binaire, c'est trop simple. Oui. Que il y a deux poids, deux mesures. Spécialiste justement des réfugiés. Est-ce que tu es capable de nous dire si oui, la France se comporte de manière différente avec les Ukrainiens? Elle s'est comportée de manière. Les Soudanais. Elle s'est comportée de manière. Avec les Afghans. Oui ou non? Oui, elle se comporte de manière différente et il y a quelques raisons à cela, mais ça ne doit pas perdurer. Voilà. Et ça va perdurer et ils vont s'installer. Je viens de te répondre. Karim est avec nous. Mais Karim, tu ne m'écoutais pas. Bah non, je peux pas tout faire. Voilà. Karim. Bah alors si tu poses des questions, Karim, tu m'écoutes. Bonjour Karim. Quand je te réponds. À tous. Tu nous appelles d'où, Karim? Pierre, Christophe, à tout le monde. Bonjour. En fait, ce que je voulais dire, c'était ça, tout simplement par rapport à est-ce qu'on prend parti aussi par rapport à la guerre qui se passe au Yémen, par rapport à tout ce que vous voulez dire. En fait, c'était ce petit résumé-là que je voulais vous dire, que je voulais dire aussi. Bon. C'était tout. Bon, je pense que. Bah c'est parfait. Tu nous appelles d'où, mon Karim? Moi, j'appelle de l'Essonne. De l'Essonne. Tout va bien? Se passe bien le 4e jour de Ramadan? Ouais, non, ça va, tout va bien. ouais, non, ça va. Tu m'as fait peur, Karim. Dis-moi, Christophe, quand tu parles de Ramadan, dis-moi, j'ai une petite question à te poser. Vas-y, mais je suis pas cher, moi. Non, rien à voir. C'est une question. Est-ce que ton épouse va refaire des pains au chocolat fait maison cette année ou pas? Je vois qu'il est bien informé, Karim, absolument. J'espère, en tout cas, pour moi et pour ma famille, qu'effectivement, elle refasse des pains au chocolat. Et des vrais pains au chocolat de boulangerie. Et la musique marche bien pour Karim? C'est Karim Musique ou pas? Karim, merci Karim. Hein. Merci mon Karim. Moi, je suis là-bas, j'habite pas loin de chez Christophe, en fait. Est-ce que tu peux me... On a compris. Merci Karim, salut à toi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Christophe. Oui. J'ai sous les yeux le courrier envoyé par Paris Habitat. À aucun moment... Paris Habitat ne dit qu'ils vont privilégier les Ukrainiens. Non, ils appellent, je l'ai sous les yeux, ils appellent simplement les personnes qui sont aujourd'hui locataires à Paris Habitat de manifester leur solidarité, éventuellement de dire s'ils ont une pièce de libre d'accueillir quelqu'un, mais à aucun moment. Mais c'est de la stupidité administrative. C'est possible. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est possible. Vous disposez d'un appartement, disons pour faire simple, de 4 pièces. Oui. Vous écrivez, vous dites j'ai une pièce. 6 mois après, vous recevez la lettre, vous êtes dans un appartement trop grand pour vous. Il va falloir qu'on vous dégage et on vous amènera du 19e à la porte de... Vous pensez que l'administration peut être aussi stupide? Non, elle est juste organisée. Et c'est lui qui a écrit la lettre. Il peut être de bonne foi, mais c'est lui qui reçoit après il peut être de mauvaise foi. Ah ben, il est fait pour. Enfin, voilà. Je vois pas quelqu'un faire cela. Et puis, la lettre de Tarek Sassi, le principe, ça fait 10 ans qu'il attend et on vient lui parler des Ukrainiens et de solidarité. Alors, on aurait fait mieux de ne pas lui écrire,
où on aurait dû lui écrire pour lui dire, monsieur, votre tour n'est pas encore arrivé, nous y viendrons. Mais que viennent faire les Ukrainiens parce que tout simplement, non, parce qu'il faut faire de la propagande, parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas la télé. Et je vous le dis tel que je pense. C'est pas faux. Mais c'est pas faux. Il faut leur mettre de Corbeil. Excusez-moi, Boumedienne. Ce n'est pas faux. Voilà. Ce n'est pas faux parce que effectivement, lors de l'accueil des Ukrainiens, il y a une énorme émotion et chacun veut planter son drapeau et faire de la communication autour de cela. Merci. Nous sommes d'accord. Boumedienne, bonsoir et bienvenue. Bonjour Christophe, bonsoir et bon ramadan à vous et à vos invités. Bon ramadan. Bonjour. Aux deux Tariq. Oui, Tarak et Tarek. Alors, vous avez l'avantage, un Tarak et un Tarek. Donc, un Tarak et un Tarek. Oui, voilà. C'est pas deux Tariq. Heureusement que c'est pas deux tarés. Hein. Par contre, il en manque un troisième Tariq. Oui. Tariq Ramadan qu'on a isolé. Oui. Bon. Ça, c'est une autre affaire. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, voilà, merci. Un an, j'ai passé. Voilà. Pardon? Non, j'ai passé. Voilà. Ensuite, vous pouvez dire qu'est-ce qui se passe? Eh ben moi, j'ai envie de me vider, quoi. Pas ici. Boumedienne. Pas maintenant. C'est pas le défouloir aussi, frère. Je veux dire, non, je suis mal exprimé. J'ai envie de vider mon sac, quoi. J'ai envie de dire que, revenons déjà aux élections. Moi, pour qui voter, je sais pour qui voter au premier tour. Ah bon? Ah bah très bien. Bravo. Premier tour, Mélenchon. Deuxième tour, si c'est Macron, Marine, je vote Marine. J'ai pas peur. Je le dis tout haut. Et comment vous vous appelez déjà? Il s'appelle Boumedienne. Boumedienne. Il faut entendre ça, malheureusement. Je vais te dire. Non, mais là, même si Marine passe, ça va changer quoi à nous? Parce que là, déjà, on est opprimés. Alors, bouge pas, Boumedienne. Bouge pas. Non, mais reste avec nous, Boumedienne. Parce que, malheureusement, il est l'exemple de beaucoup dans cette communauté. Non, mais, et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ce genre de discours, je l'entendais déjà en 2017, Pierre. Qui nous laisse maintenant passer à notre deuxième sujet avec notre auditeur Boumedienne. Cette élection présidentielle qui a lieu dans 5 jours, messieurs, dames. Avant qu'on écoute Boumedienne, j'aimerais juste vous faire écouter quelques phrases clés dans l'histoire qui ont pu soit faire basculer d'un côté ou d'un autre, d'ailleurs, l'élection. Écoutez. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrages aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Ma disposition est celle d'un homme qui ne ferait pas procéder à des exécutions capitales. M. Mitterrand, je vais... Il y a, selon vous, une fracture sociale réelle? Je crois avoir été, parmi les hommes politiques, le premier à la dénoncer et être à l'origine de la présence de ce problème au sein du débat aujourd'hui. Oui, il y a une fracture sociale forte, et cette fracture sociale s'appelle l'exclusion en général, celle de certains quartiers, je n'aime pas le terme de banlieue, qui vont à la dérive, où la loi ne s'applique plus. Moi, je pense qu'il y a un problème. Ce problème, il est le suivant. Il faut garder les 35 heures comme durée hebdomadaire, mais il faut laisser dans le privé comme dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler. Je veux libérer le travail dans notre pays pour que vous gagniez davantage. Travaillez plus pour gagner plus. Je vais vous confier une chose. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Notre engagement, notre programme, nous allons le continuer. C'est un engagement efficace et juste pour le pays. C'est l'espérance à laquelle nous croyons. Mais je ne veux pas le porter tout seul. Je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Apparemment, il avait pris un coach à l'époque pour sa voix, sauf qu'il écoutait tout sauf le coach. On dirait, en tout cas, on n'a pas eu ce genre d'envolée lyrique cette année. Non, mais c'est magnifique ces petites phrases, un petit peu remontant dans l'histoire de Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. Moi, je ne crois pas que les phrases marquent, mais ne changent rien en termes de sondage, en termes de. Il n'y a rien. Boumedienne est avec nous. Non, mais la preuve, c'est que les deux belles phrases de Giscard d'Estaing et de Mitterrand ont été dites dans le même débat, mais que derrière, l'un a gagné, l'autre perdu. Donc on ne peut pas dire que les phrases sont gagnées, mais ce sont les phrases cultes qui restent dans la mémoire collective. Pas le monopole du cœur, monsieur Mitterrand. Boumedienne, alors c'est intéressant parce que la question est la suivante. Peut-on envisager une surprise lors de cette élection, au premier ou au deuxième tour d'ailleurs? Et Boumedienne nous appelle tranquillement, il est auditeur de France Maghreb 2, et je suis sûr de ne pas le seul à nous dire que si on se retrouve face à un débat un deuxième tour, Macron-Le Pen, il n'hésiterait pas à voter Le Pen. Boumedienne, pourquoi? Alors, pas faire le choix, par exemple, du vote blanc, mais pourquoi voter Le Pen, Boumedienne? Christophe, ça fait 37 ans que je vote. Oui. Ça fait 37 ans que j'ai voté la gauche, j'ai voté la droite, j'ai voté la gauche, j'ai voté la droite, j'ai voté le petit Macron, là. Ça a changé quoi? Ça change rien. Mais elle, Marine, ça vient. Mais c'est pas après nous qu'elle en a. Attends, après qui? Pourquoi ça vous fait rire? Non, mais... après qui, Boumedienne? C'est pas après nous. C'est contre c'est qui ce nous? C'est contre les Ukrainiennes. Bah nous, non mais c'est nous. Mais on n'est pas... Pourquoi ça s'en prend à nous? Oui, nous, c'est qui nous? Bah nous, la communauté maghrébine. Elle s'en prend pas à vous, la communauté, maghrébine, musulmane, etc. Et africaine. Oh ben c'est formidable. Mais elle va se prendre. Elle s'en prend à qui alors? Aux Français, aux habitants de la planète Namek. Oui, elle s'en prend aux Français de souche. C'est ça. Tous les réfugiés syriens quand ils ont débarqué en Italie, le Premier ministre italien leur a dit quoi? Il leur a dit votre fortune elle est en France. Votre argent, il est en France. Donc, allez le chercher là-bas. C'était qui le Premier ministre italien? Rappelez-moi. Comment il s'appelait? Le Premier ministre italien, comment il s'appelait? Je sais plus comment il s'appelle. Ah bon, vous savez plus rien, vous. vous avez des problèmes de mémoire. Et puis de vue aussi, pardon, parce que de perception. Pardon, pas de vue, de perception. D'abord, c'était pas le Premier ministre, c'était le ministre de l'Intérieur. C'est ça. Qui est copain avec Madame Le Pen, puisque c'est le mec d'extrême droite. Ah voilà, Salvini, et qui a fini par perdre. Et c'est lui qui leur a dit ça. Manière de dire, nous, les Italiens, on n'a pas colonisé le Maghreb, sauf qu'il oublie qu'il a colonisé la Libye et qu'il a participé à la casse de la Libye. Mais passons. Moi, j'ai une question à vous poser, cher. Non, mais c'est intéressant d'entendre. Oui, moi, je respecte. Veux pas juger. Non, je ne juge pas, je respecte. Est-ce que moi je combat? Oui, bah peut-être. Non, mais je respecte. Je respecte, mais je combat. Voilà. Est-ce que vous avez lu le programme de Madame Le Pen? Qui, moi? Oui. Oui, toi, Boumedienne. Est-ce que vous l'avez lu? Non, je l'ai pas lu. Très franchement, je l'ai pas lu. Alors, je vous donne un conseil d'amis. Je me souviens d'une chose qu'elle avait dit, Madame Le Pen. Alors, je vous donne un conseil d'amis. Une chose, je peux dire juste une chose après. Oui. Elle a dit une chose. Elle a dit faut restaurer l'autorité parentale. Oui. Et alors? Maintenant ton gamin, il fait une connerie, tu lui mets une baffe. C'est toi qui es embêté. Oui. Tu peux plus gérer tes enfants. Boumedienne, je peux me permettre de vous dire un truc. Dites-moi, Marine Le Pen, ce matin,
L'inscription de la priorité nationale permet de dire « J'ai le droit de préférer offrir un emploi aux Français à compétences égales par rapport à un demandeur d'emploi étranger. Cela s'applique aussi dans l'accès au logement social. » Et comme Marine Le Pen a une conception de la nationalité française très particulière qui s'applique d'abord aux Français de souche et pas aux autres qui n'auraient pas la bonne couleur de peau ou qui ne seraient pas papier, qui seraient français de papier, et ben, ça fait 35 ans. Ne dites pas ça. Ça, il a raison. Ne dites pas ça. Ça fait aujourd'hui. des années. Aujourd'hui, n'importe quoi. Attends, aujourd'hui, les gens qui sont... Il paraît pas en même temps. Boumedienne, vas-y. Excusez-moi. Non, deux petits mots, après je finis avec ça. J'ai un ami qui est dans le sud, qui tient une agence immobilière. J'ai un ami qui a vu un ami. Oui, laisse-le parler, Pierre-Henri. Écoutez. Elle lui a dit quoi, la dame de l'agence? Elle lui a dit, vous m'envoyez que des BBR. D'accord, ok. Je peux vous dire quelque chose? Ah oui, ça existe. Deux choses. La première, en toute amitié, je vous conseille de lire ce week-end le programme de Madame Le Pen. Faut-il qu'on le reçoive, parce que moi j'ai rien reçu. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont rien reçu encore. Il est sur Internet. Mais en tout cas, je sais pas où il était, Boumedienne. Mais deuxième chose. Non, mais deuxième chose. On va voter Gargamel. Non, attendez, s'il vous plaît. On essaye de faire sérieux pendant quelques minutes. Oui. La deuxième chose, aujourd'hui, votre ami qui va à l'agence immobilière, qui ne prend que les BDR ou les BDH ou les BDR, les bleus, blancs, rouges. Non, mais vous inquiétez pas. Attendez, excusez-moi que je vous explique quelque chose. De la justice. Voilà. Vous saisissez la justice. Voilà. Et les condamnés. Oui. Et c'est terminé. Avec la nouvelle 3 loi. ans de prison, 45 000 euros avec la loi de Madame Le Pen, il dit, en application de la loi de machin, je ne loue que pour les BDR. Voilà. Mais si c'était aussi simple, il y aurait beaucoup de boîtes de condamnés, messieurs. Vous êtes il y en a. Est-ce que vous pensez que la lutte contre la discrimination, ça existe? Et dernière chose. Il y a une loi pour protéger. Et la dernière chose pour M. Boumedienne. Moi, si vous voulez, vous savez que, pour faire simple, M. Hitler est arrivé par les urnes au pouvoir. Oui, comparer Hitler à Marine Le Pen, c'est quand même un peu fort. Non, mais je compare pas. Non, je compare pas. Mais pour dire que si vous acceptez que quelqu'un, raison de dire cela. Si vous acceptez que quelqu'un dont le principe est celui de son père qui préfère son frère à son voisin. Son frère à son cousin, son cousin à son voisin et son voisin à l'étranger, ben votez Madame Le Pen et dans dans 6 mois, vous deviendrez gilet jaune à votre manière. Et je vous le dis tel que je le pense, mais bien sûr, chacun de nous est libre. Tarak a dit tout à l'heure quelque chose. Merci, il a dit quand je suis pas d'accord, je vote blanc. Donc je participe, mais je donne pas vrai. Mais à mon sens, et vous êtes sur France Maghreb 2, on aurait pu l'appeler France 2. On a préféré l'appeler France Maghreb 2. Si elle est élue, elle va faire 2 mandats et après on verra. 2 mandats? Non. Alors on voit la catastrophe. Elle va nous faire. Vous nous promettez le bonheur. Elle nous fait Sarkozy et Hollande en même temps, quoi. Merci. Alors que personne n'a fait de mandat. Boumedienne, il y a du boulot. Elle n'aura jamais la majorité à l'Assemblée. En tout cas, c'est triste que des gens qui sont discriminés et qui sont appelés à être discriminés. Qui sont fatigués, monsieur Mamie. Oui, mais fatigués et ils vont à la pêche. Qui ont vécu. Attends, vous savez, Christophe, que vous êtes en train de dire qu'il n'existe pas. Christophe, il suffit de saisir la justice. Il n'y a pas de problème. On va la faire. Vous êtes dans quel monde vous vivez? Je vis dans le monde d'un papa. Je vis dans le monde d'un papa qui dit à son fils, va chercher le bâton pour que je te tape dedans. Et le gosse, il va chercher le bâton pour se faire taper. Et c'est ce qu'on va faire. C'est très tunisien, total avec c'est très tunisien, ça. Franchement, merci pour vos propos tout à fait sensés et responsables. Parce que, franchement, que des gens comme Boumedienne, qui vivent effectivement dans la difficulté, dans la discrimination, puissent aujourd'hui dire « je vais aller voter Marine Le Pen », mais enfin, il faut sortir de sa bulle. Et en fait, je crois que c'est cela le véritable problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus affaire à des citoyens, mais à des consommateurs, et qui zappent en permanence sur les politiques. Mais être citoyen, c'est aussi s'informer. Il y a aussi un devoir d'information. Ma question, avez-vous lu le programme? Moi, qu'ils me disent, j'ai lu le programme de Madame Le Pen et je suis convaincu.
J'applaudis, il a lu, il est convaincu. Bon, juste après la pub, on verra si vous êtes toujours convaincu, en tout cas, sur France Maghreb de 01 40 33 9000. Mais arrêtez de prendre les Français pour des veaux. Ce sont pas des veaux, ce sont des gens qui réfléchissent. Hein, je vous le dis entre nous, voilà. Qui est-ce qui disait les Français sont des veaux? Non, le général de Gaulle. Il a peut-être dit, il a dit pas mal de conneries aussi, le général de Gaulle. T'inquiète, à tout de suite. Juste, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans le grand forum avec Pierre-Henri, avec Tarek Pami et Tarek Sassi. Zelensky qui évidemment s'est exprimé devant le Conseil de sécurité, a demandé à ce qu'on retire le droit de veto à la Russie, voilà, et faisant passer donc le statut d'agresseur de la Russie, et ce qui va être absolument impossible à faire en fait. Voilà. Donc, c'est communiquer, il en restera quelque chose. Monter, il en restera mentir. Bon, alors retournons en France avec Mohamed qui est avec nous, qui nous appelle, je crois, de Sevran, c'est ça Mohamed? Ouais, c'est ça, salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed. En fait, je voulais juste réagir par rapport à la personne qui a appelé juste avant, là, Boumedienne, qui voulait voter pour Marine Le Pen. Oui. Je suis tenté de vous dire... moi, je suis d'accord avec vos intervenants, là, comme quoi que c'est du vent, hein, comment dire, Marine Le Pen, elle est